I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous. Une nouvelle étape franchie dans la grève des transporteurs routiers. Après une semaine de débrayage dans les principales villes du pays, les ONG des transporteurs routiers, les syndicats des transporteurs routiers, et la fédération étendent leur mouvement de contestation contre la hausse du prix du gasoil sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est d'obtenir un retour à la normale des prix du gasoil qui tourne actuellement aux alentours de 10 dirhams 30 à Casablanca, 11 dirhams dans certaines villes. La fédération de transport au port marocain affirme que les professionnels ne lâcheront pas. Ce matin, son président était l'invité du Grand Morning et pour cela, cette grève vise essentiellement les ports afin de frapper les entreprises et les consommateurs. Alors à quoi s'attendre? Quelle solution pour réduire les prix du gasoil? Il y a quelques semaines, le gouvernement avait promis de plafonner les prix aux sociétés de distribution d'hydrocarbures. La promesse n'est toujours pas tenue. Pourquoi? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Hicham Hamadi, bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique. Amine Dury également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. En deuxième partie d'émission, nous parlerons du concept de name and shaming. Un mois après la mise en place d'un portail sur les délais de paiement des entreprises publiques, peut-on aller plus loin dans cette notion, ce concept venu du Royaume-Uni qui touche à la réputation des entreprises qui ne respectent pas les règles des délais de paiement? La France a aussi adopté ce concept, va aller plus loin jusqu'à publier les chiffres et la liste des entreprises dans la presse, alors que des chiffres récemment dévoilés par le CRI de Casablanca montre que seulement la moitié des entreprises publiques ont survécu entre 2013 et 2015 et qu'un grand nombre d'auto-entrepreneurs se plaignent d'un manque d'accès au marché public. Peut-on étendre et imaginer un name and shaming made in Morocco? C'est la question que nous nous poserons à partir de 9h45. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de l'émission. C'est parti. Messieurs, le port de Casablanca est entièrement bloqué depuis hier. 80% des flux aujourd'hui passent par le port de Casablanca. C'est donc un bras de fer qui est engagé. Et la Fédération des transports routiers au port, qui est affiliée à la CGM, boycotte aujourd'hui une rencontre avec le ministère du Transport. Il y aura tout de même les syndicats. Hicham Hamadi, quelles sont vos premières impressions? Est-ce que ce mouvement de débrayage a le vent en poupe et peut fonctionner? En tout cas, ça a un impact direct sur la consommation. On a vu le prix du poulet au kilo qui commence à augmenter pour arriver à 13 dirhams et 10 000 kilos. Donc ça commence à avoir un impact, ça commence à parler, à un moment on arrivera à la paralysie si ça continue. Il faut pas oublier que les transporteurs aussi perdent du chiffre d'affaires parce que du fait qu'ils ne travaillent pas, le fait qu'ils boycottent la réunion aussi et qu'ils soient pas représentés dans cette réunion même s'ils sont dans la CGM est un signal aussi. Donc oui, je pense que ça va se durcir. Maintenant, le gouvernement devrait réagir d'une manière structurée parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une enquête parlementaire sur la libéralisation des hydrocarbures. Pas sur la libéralisation, sur les surmarges générées par la libéralisation. Pour le dire de manière directe. Ouais, direct. Les 17 milliards qui sont sortis, le fait que les acteurs et les distributeurs ont généré un surplus extraordinaire en termes de marge. Enfin, je pense que c'est du fait de la libéralisation, effectivement, la conséquence directe, et qu'ils ont travaillé apparemment sur des systèmes de régulation qui vont permettre effectivement de réguler le prix à la pompe. Chose sur laquelle je suis pas du tout d'accord. Enfin, on peut en débattre et il y a d'autres mécanismes parce que d'abord, comme vous l'avez si bien dit, le secteur est libéralisé. On peut pas venir imposer une marge à quelqu'un, même si c'est un secteur qui est stratégique et névralgique pour la marge du pays. Par contre, ce qu'on peut faire, et d'ailleurs on peut faire le parallèle, par exemple en France, il y a la même chose, il y a la grève des transporteurs aussi. Et l'argument de l'État, c'est que le prix du carburant a augmenté du fait des prix des taxes. Et l'argument de l'État, c'est pour avoir de l'argent pour financer. Le fait des cours mondiaux également, qui augmentent de plus en plus. Mais surtout, la partie taxe, c'est que pour financer la transition énergétique.
et que nous aussi, le seul argument, c'est que c'est pour générer de l'argent pour quelqu'un qui se met qui va faire en sorte à ce qu'il gagne plus en bénéfice. Donc moi, ma proposition, c'est que l'État devrait non pas réagir sur la régulation du prix à la pompe, mais sur l'IS, faire en sorte à ce que les surplus générés soient taxés et que à partir de cet argent, on crée un fonds qui va pour soutenir ces transporteurs. Il y a d'autres choses dont ils ont besoin, notamment la sécurité routière, notamment les écosystèmes, notamment l'informel d'importation. C'est des gens qui utilisent des pièces de rechange, c'est des gens qui utilisent de la pneumatique. Donc, il y a des choses sur lesquelles l'État devrait agir. Il lui faut de l'argent. Cet argent peut être ponctionné sur une augmentation d'IS sur les carburants. Alors, ce matin, le président de la Fédération des transports routiers au port disait clairement qu'il voulait la suppression, ou au moins une partie de la suppression de la TIC, la taxe intérieure à la consommation, pour les transports routiers, et de manière définitive, non pas de manière temporaire. Ça peut être un message qui peut être apprécié à l'oreille du gouvernement, Minuri ? Là, on vient juste de passer cette phase de projet de loi de finances et qu'est-ce qu'on y voit? C'est que clairement, aujourd'hui, on est déjà dans une phase de déficit budgétaire. Donc, on a moins de ressources, beaucoup de dépenses. Je vois mal le gouvernement aujourd'hui faire l'impasse sur de nouvelles recettes, quitte à creuser davantage ce déficit budgétaire. Donc pour moi, ça me semble difficile à obtenir. Alors l'argument qu'il disait, c'est déjà le cas dans les transporteurs maritimes. Pourquoi pas le faire aux transporteurs routiers? Mais c'est autre chose aussi. La réalité, c'est qu'ils ne font pas le poids face aux distributeurs et qu'ils tapent sur l'État. C'est ça la réalité. C'est qu'ils demandent la baisse de la TIC, alors que la réalité, c'est que les acteurs, les distributeurs devraient baisser leurs marges. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Et puis il faut être honnête, le contexte aussi n'est pas très favorable. On a connu une hausse assez importante des prix du pétrole au niveau mondial, dû à un contexte géopolitique qui est difficile. Aujourd'hui, on se situe entre $80, $90. Cette hausse, à mon avis, n'est pas encore terminée. Donc l'impact évidemment sur le prix du carburant va se faire ressentir. On sait que les charges d'essence représentent 40% de leur charge globale, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, évidemment, ce qu'ils demandent, je pense que c'est difficilement obtenable, c'est-à-dire la baisse d'éthique. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on est aujourd'hui dans une confrontation qui risque d'être dure, parce que le fait de bloquer les ports, justement, l'objectif c'est quoi? C'est la paralysie, comme le disait Hicham, c'est d'arriver à une situation où à un moment donné, plus rien ne se passe, où il y a une paralysie au niveau de l'économie et où le gouvernement est obligé de transiger avec les grévistes. Ce qui est assez fascinant d'ailleurs, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas assisté à une grève aussi suivie. C'est vrai que la semaine dernière, ça commençait à prendre chouïa à Casablanca, aux portes de Casablanca, et puis on arrivait à une situation en l'espace de moins de 10 jours où il y a une adhésion pleine et entière à 100% à Casablanca, et ça commence à s'étendre à d'autres ports maintenant. Le contexte est vraiment favorable à ça. Il y avait une enquête réellement qui a été faite par des parlementaires qui a abouti à des chiffres qui ont été publiés et qui disent que suite à la libéralisation, les gens ont engrangé un résultat exceptionnel. Donc par rapport à ça, il faut que l'État n'a pas encore réagi. En fait, il fallait que l'État réagisse avant. Et à mon sens, se battre sur la régulation des prix, sur le plafonnement d'un prix à la pompe n'a pas de sens. Parce que de toutes les manières, on est dans un marché, la loi de la concurrence est claire, c'est que vous ne pouvez pas venir m'imposer une marge. Ça, c'est sûr et certain. Et en tout cas, c'est comme ça que je réagirai. Et ça n'a aucun sens de dire à un acteur, investissez, mais votre gain est limité par. Par contre, là où l'État peut être acteur, c'est d'aller imposer un IS, comme ce qu'on fait pour les banques. Ils ont un IS à part parce qu'ils sont dans un système protégé. Un IS plus conséquent. Et avec cet argent, là, on fait autre chose. Il ne faut pas oublier que le Maroc a bénéficié pendant longtemps du soutien de l'Arabie Saoudite en termes, on va dire, de carburant et en termes de financement. Donc ça, c'est le fait que le prix augmente, c'est normal. Mais le fait que cette augmentation, aujourd'hui on a un prix à la pompe qui est équivalent à un prix de la pompe qu'on a déjà vu, alors que le prix du baril était plus conséquent. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord les taxes et ça veut dire qu'il y a des marges en plus. Donc il faut imposer ces acteurs et je pense que l'IS est un outil intéressant. Ça permettra d'aller dans le sens où le déficit
déficit ne peut pas être creusé, ça permettra d'avoir un fonds. Par contre, il faut que cet argent ne doit pas aller simplement pour éponger un déficit, mais doit aller pour la structuration de ces métiers, notamment le transport. Il y a beaucoup de choses à faire dans et on va en parler du secteur du transport parce qu'effectivement, on a beaucoup de professionnels ou d'observateurs qui disent tout de même, c'est vrai que depuis 30 ans, 40 ans, il y a eu beaucoup de laisser-aller de la part des autorités sur la surcharge des transports notamment, ou encore sur le secteur de l'informel. Aujourd'hui, venir les frapper notamment sur la surcharge des transports, parce qu'il y a un effectif qui est renforcé depuis quelques semaines maintenant, forcément ça crée de la colère, mais c'est aussi légitime de la part de l'État, Mindiouri. Oui, alors c'est vrai que là vous posez un autre problème. Et effectivement, il y a le problème du prix de l'essence aujourd'hui qui pèse lourdement sur les charges de ces entreprises. Il y a d'autres problématiques propres au secteur qui sont à traiter. Il y a la question aujourd'hui c'est un marché qui est fortement atomisé. Il y a énormément d'acteurs. Il n'y a pas réellement de barrière à l'entrée. N'importe qui aujourd'hui peut accéder à ce secteur. Et l'idée, c'est quoi? Ce serait de mettre un cahier des charges avec des capacités financières, des capacités techniques pour accéder au secteur. Ce que nous dit Hicham Hamadi, là, c'est une solution 2 en 1. On règle le problème, entre guillemets, de cette grève actuellement et cette contestation sur le prix du gasoil. On crée un fonds pour tenter de structurer un peu mieux le secteur, avec un cahier des charges. Oui, alors ça, c'est un autre problème, effectivement. Hicham parle de comment on résout le problème du prix de l'essence trop élevé pour les transporteurs. Il y a d'autres problématiques dont je parlais. Donc, il y a cette question d'accès trop facile aujourd'hui au secteur. Il y a la question de l'informel. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup trop de transporteurs, du fait qu'un accès facile, il y a un problème aussi de dumping, tout simplement, parce que ces transporteurs informels, ils surchargent leurs camions, et c'est ces camions-là qu'on retrouve sur la route, qui représentent un vrai danger public, par exemple. Donc, il y a cette problématique. Et donc, évidemment, ça casse les prix. Donc, évidemment, il y a un problème concurrentiel sur le marché qu'il faut aussi résoudre. Donc, il y a pas mal de problématiques que je pense cette fédération veut poser sur la table. Et effectivement, la grève dure est une façon de poser tous ces problèmes sur la table et essayer de les résoudre avec le gouvernement. Ouais, on a 2 messages différents. On a la Fédération du transport à la CGM et la Fédération des transports routiers au port qui dit 2 messages différents. L'une, la première, la Fédération des transports dit c'est un problème lié à la surcharge. Justement, il n'y a pas eu il y a eu beaucoup de passe-droit, entre guillemets, ces dernières années. Maintenant, on est dans la légalité, il faut qu'on s'adapte. Et puis, il y a un autre message de la Fédération des transporteurs routiers, c'est non, on veut absolument la baisse des prix des hydrocarbures. Ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Bien sûr, ça va être parce que le gouvernement c'est la latence du gouvernement à résoudre le problème. Comme je dis, qu'on a vécu suite au boycott, suite à l'enquête parlementaire, il n'y avait pas d'action. C'est normal qu'on retrouve ces séquelles. Et c'est ce qui fait que les gens vont aller plus loin en se disant, non, il n'est pas normal que moi, transporteur, pour ceux qui payent leur impôt, je paye des impôts, je n'ai pas de surmarge et pourtant je suis pénalisé parce que je finance la marge de quelqu'un d'autre. Donc c'est un message légitime. Maintenant, il y a urgence parce que, pardonnez-moi, mais dans 10 jours, 2 semaines maximum, il va y avoir vraiment des répercussions sur le portefeuille des consommateurs et des entreprises. Ça va être concret direct. Après une année marquée par le boycott, si on se retrouve avec une hausse considérable, c'est la crédibilité du gouvernement qui va être touchée de plein fouet. A intérêt réellement à bouger et à trouver une vraie solution structurelle. Une solution, croire que on va réduire les taxes n'est pas une solution parce que ça creusera le déficit. Croire qu'on va imposer à des acteurs de plafonner leur marge et c'est anti-concurrentiel. D'abord, il faut activer un vrai outil qui est le conseil de la concurrence, parce que c'est lui qui devrait qu'on en parle. Ça fait des années. C'est la 5e fois qu'on en parle sur ce plateau. Donc, il faut aller résoudre le problème d'une manière systémique et que la négociation avec les transporteurs soit transparente. Vous voulez de la structuration de votre métier, vous voulez que la sécurité augmente, vous voulez qu'on vous aide sur l'écosystème. C'est des gens qui sont consommateurs de pièces de rechange. Il y a beaucoup d'informels d'importation sur les pièces de rechange. C'est des gens qui utilisent des pneus. Vous savez, si vous regardez l'état des transporteurs, ils utilisent ce qu'on appelle les pneus rechappés. Un pneu rechappé, c'est un pneu ancien qu'on a retapé pour qu'il puisse fonctionner. En plus d'être parfois en surcharge. En plus, je ne parle même pas de l'illégalité. Je parle en gros, comment les aider, comment travailler avec eux de telle manière à ce que qui travaillent dans des conditions optimum, qui disposent de moyens pour qu'ils puissent faire leur travail, et comment on peut les soutenir financièrement et comment trouver cet argent. Là, il y aura un vrai débat. Mais si on se concentre sur le prix à la pompe et croire qu'on va plafonner, je pense que ça peut durer quelques mois, mais c'est pas sustainable. Amine Diouri ? Oui, je pense que vraiment cette question
de prix du pétrole, c'est vraiment le prix de l'essence, c'est vraiment une question primordiale. Aujourd'hui, on a les transporteurs routiers. Demain, on a d'autres industries qui souffrent. La chimie, la parachimie utilisent l'essence dans la transformation de leurs produits. Donc évidemment, plus les prix augmentent, évidemment ça impacte leur rentabilité, puisque comme les charges augmentent, la marge va diminuer. Et donc ça a un impact sur beaucoup d'autres secteurs. Et donc à un moment donné, il faut réellement poser cette question pour le gouvernement, poser ce problème sur la table et essayer de le résoudre le plus vite possible. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Amine Diouri. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet. Hicham Hamadi également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Analyste politique et économique. On s'interroge ce matin, doit-on s'inquiéter de cette grève des transporteurs routiers qui a débuté la semaine dernière, mais débuté réellement pleinement ce lundi avec le port de Casablanca qui est entièrement bloqué depuis hier, d'après les syndicats des transporteurs routiers et la fédération patronale, la fédération des transporteurs routiers au port. Oui, on doit s'inquiéter. Oui, le gouvernement doit prendre au sérieux ce mouvement de mobilisation qui, on le rappelle, réclame une baisse des prix du gasoil. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, ça relance le débat du plafonnement aujourd'hui des prix des carburants, débat qui est intervenu dans l'espace public il y a maintenant quelques mois. C'était fin mai, début juin. Il y a eu un rapport parlementaire également sur la question. Hicham Hamadi, vous, ce que vous nous disiez en première partie, c'est le plafonnement, vous n'y croyez pas trop. Ça m'étonnerait que ça soit mis en place. Je pense que c'est pas quelque chose de pérenne, parce que quand on est passé d'un marché qui était maîtrisé avec la compensation à un marché complètement libre à la concurrence. Et dans ce cas, c'est une négociation avec les acteurs. Et quand vous négociez avec des acteurs, en gros, ils seront prêts à réduire leur marge. Par contre, ils demanderont des contreparties. C'est normal. Ils vont dire, OK, si vous voulez qu'on plafonne, il faut qu'on fasse un effort, mais l'État fasse un autre effort. Et c'est là où c'est compliqué, parce que on commence avec un projet de loi de finances avec un déficit. Et est-ce que l'État acceptera de réduire ses taxes sur les carburants et donc ça creusera le déficit? Et en plus, ça n'a pas de sens business pour des acteurs qui investissent, ça va limiter aussi leur investissement. Donc en gros, ils vont se dire, tiens, si on nous réduit nos marges, donc on va réduire toute notre activité dans le futur jusqu'à ce que ça soit complètement libéré. Donc pour moi, ce n'est pas une solution pérenne. Par contre, la solution pérenne, c'est OK. Augmentez vos marges comme vous voulez. Par contre, au niveau de l'IS, du moment que vous êtes sur un secteur qui génère énormément de marge, comme ce qui se passe, enfin au Maroc, il y a des secteurs qui sont soumis à un IS plus important et plus qu'aux d'autres. Si on augmente l'IS, ça nous permet de récupérer une partie de cette surmarge et puis après l'utiliser à bon escient. Amine Diouri, plafonnement, pas plafonnement, est-ce que vous y croyez dans ce contexte effectivement de budget de loi de finances 2019 aux accents sociaux? Je n'y crois pas tellement comme Hicham, mais pour une raison différente. Je me rappelle du rapport parlementaire qui avait été fait. Alors c'est vrai que quand on comparait le prix réel du pétrole et le prix calculé, il y avait au début la libéralisation des marges, des écarts qui étaient relativement importants. Et plus on avançait dans le temps, et plus la marge était quasiment réduite. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, si on rétablissait cette fixation des prix de l'essence, l'écart soit tellement important à la pompe pour le consommateur, qu'il soit particulier ou qu'il soit entreprise. Ça a été vraiment l'année des hydrocarbures, décidément. Campagne de boycott avec une compagnie ciblée, rapport parlementaire sur le plafonnement ou non des hydrocarbures, en tout cas recommandation, le dossier de la Samir qui traîne toujours avec des nouvelles révélations par un média il y a quelques jours qui fait grand bruit, et puis maintenant cette grève des transporteurs. Il y a vraiment une problématique qui touche les citoyens comme les entreprises. C'est ça, le point de départ. Le point de départ, c'est la décompensation. Il faut pas l'oublier. Quand on décompense, vous avez des acteurs qui agissent librement sur les marges. Quand vous avez ça, vous avez effectivement une indexation sur les prix au baril. Et donc directement. Est-ce que ça va tenir longtemps, franchement, Hicham me dit, parce que ça va pas tenir longtemps. C'est pour ça que je disais, il faut une solution systémique. Il faut une solution systémique. Il faut le résoudre une fois pour toutes. Et d'ailleurs, un des arguments que les acteurs vont sortir, c'est que le prix est composé de 35% d'impôts et de 15% de marge en gros. Donc ils ont raison quand ils vont dire que nous on gagne pas grand-chose unitairement. Oui. Structurellement, c'est pas bon. Donc ce qu'il faut
faut, c'est aller sur d'autres mécanismes, peut-être, et surtout investir dans ce métier d'une manière stratégique, parce qu'on avait une raffinerie qui ne marchait pas et l'outil de production n'était pas au niveau. Donc il faut repenser l'investissement public dans ce sens. Donc oui, c'est l'année où le point de départ, c'était la décompensation, qui a été, à mon sens, mal gérée, mal cadrée, mal orientée, et puis après un conseil de concurrence qui ne fonctionne pas. Amine Dury, pour conclure. Oui, alors je voudrais reprendre ce dernier point. Effectivement, Hicham part d'un point important, décompensation. Il y a deux aspects. Il y a la libéralisation, c'est-à-dire qu'on ouvre le marché, on laisse les acteurs du marché fixer librement les prix. Et de l'autre côté, il y a eu la décompensation, c'est-à-dire le fait de ne pas subventionner les prix de l'essence, donc par l'État. Et effectivement, les deux effets combinés ont eu un impact important sur les prix. Maintenant, très honnêtement, et pour conclure sur le sujet, je pense qu'on va difficilement avancer là-dessus, parce que aujourd'hui, il faut être clair, l'État a des problèmes de ressources, enfin, en tout cas limités. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui diminuer l'éthique ou diminuer n'importe quelle autre ressource financière de l'État. Donc diminution de l'éthique, on rappelle, ou suppression, c'est ce que proposent les transports routiers. J'y crois difficilement. C'est le plus simple, parce que c'est le seul moyen. Ils peuvent pas négocier avec les acteurs, parce que en gros, on est sur un marché. Si vous ne voulez pas utiliser mon carburant, utilisez celui de la concurrence. Par contre, ils peuvent faire pression sur l'État via ces grèves au niveau des ports, et donc via une transmission du problème à d'autres acteurs, notamment sur les produits de forte consommation. Et donc, c'est le maillon faible. En gros, on appuie là où on peut. Et ils ont raison, parce que en gros, ils sont touchés. Maintenant, il faut que l'État les accompagne pour résoudre leurs problématiques d'une manière générale, et non pas se focaliser sur le prix du carburant. C'est un élément important dans la détermination du prix du transport, mais il n'est pas seul. Il y a d'autres éléments. Le véhicule, la vétusté du véhicule, les pièces de rechange, la formation, les sécurités, la surcharge. Il y a beaucoup de choses. Donc il faut travailler sur ça. Bon, en tout cas, on va voir ce qui va déboucher cet après-midi de cette réunion au ministère du Transport avec les syndicats, et on le rappelle, le boycott de la Fédération des transports routiers au port, qui est affiliée à la CGM. Dans quelques instants, on parle name and shaming. Est-ce que le Maroc peut entrer dans cette ère de la dénonciation des entreprises, notamment qui ne jouent pas le rôle des délais de paiement? On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Dury, un coup de gueule, un coup de cœur ce mercredi? Donc un coup de cœur, deux bonnes nouvelles qui sont sorties récemment et qui concernent toutes les deux les investissements. Alors première bonne nouvelle, c'est en matière de projet IDE. C'est une étude qui a été publiée par Ernst & Young, et qui dit que le Maroc capte plus de la moitié des IDE déjà en Afrique du Nord, devant l'Égypte, devant la Tunisie, l'Algérie, etc. Et deuxième autre bonne nouvelle, c'est qu'on a rattrapé l'Afrique du Sud en matière de projet IDE. Ça, c'est en matière d'investissement étranger. En matière d'investissement local, j'ai envie de dire, une autre étude montre que près de 80% de dirigeants interrogés sont prêts à investir dans les 12 prochains mois. On sait qu'aujourd'hui au Maroc, l'investissement privé est le maillon faible de l'investissement. Donc attendons de voir, mais en tout cas ce sont deux bonnes nouvelles si elles se concrétisent. Hicham Hamadi, coup de gueule, coup de cœur? Une boutade. À partir de la semaine prochaine, les enfants iront à l'école après que leurs parents soient partis au travail. Et en plus, il paraît qu'ils vont faire le ramadan toute l'année parce qu'ils n'ont qu'une heure pour manger. Ils finiront à midi ou à 13h. On s'entend plutôt sur 2 heures. On va voir ce qui va se passer, mais il y a eu des aménagements qui ont créé beaucoup de polémiques, effectivement. Un cafouillage extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, le gouvernement a décidé de ne pas changer l'horaire. Très bien. Pourquoi on cascade encore une fois et on va changer les horaires des fonctionnaires pour partir on sait pertinemment qu'ils commencent à 9h30 actuellement. Donc si on leur donne 9h, ils vont commencer à 10h30. Et est-ce qu'ils pensent que l'ensemble des gens qui ont des enfants qui sont dans le public sont simplement fonctionnaires? Il y a aussi le privé. Et je doute fort que le privé décale les horaires pour commencer à 9h. Franchement, c'est un cafouillage extraordinaire. 9h46 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Et si le Maroc entrait dans l'ère du name and shaming? On rappelle cette initiative lancée par le ministère de l'économie il y a quelques semaines, c'est à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, un portail qui liste les entreprises publiques qui respectent ou pas les délais de paiement. C'est du jamais vu aujourd'hui sur cette question-là, et on voit que ça avance. Name and shaming, c'est un concept venu tout droit des États-Unis et du Royaume-Uni. Amine Dury, me corrigez si je me trompe. Ça s'est étendu en France. L'idée, c'est de lister
des personnages ou des entreprises qui ne respectent pas telle ou telle problématique. Exact. Là, on parle bien évidemment des délais de paiement, donc des entreprises. En France, on va même aller plus loin, puisque dans quelques semaines, on va publier la liste des entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement, entreprises publiques, dans la presse. Donc c'est pour dire qu'un grand pas a été franchi en l'espace de quelques temps. D'ailleurs, c'est une des armes favorites d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est la question qu'on se pose ce matin. Amine Duri. Alors déjà un peu d'histoire, c'est vrai. C'est né, l'histoire du name and shame est née au Royaume-Uni à partir de 2011. Alors le name and shame en fait au Royaume-Uni, c'est pour dénoncer les entreprises qui ne respectent pas les questions salariales, c'est-à-dire le minimum salarial, l'égalité salariale entre hommes et femmes. Aux États-Unis, il existe aussi un name and shame pour les fraudeurs fiscaux. En France, le name and shame a été mis en place concernant la question des délais de paiement, justement. Le fait de dénoncer. Alors, name and shame, ça veut dire montrer et dénoncer et couvrir de honte les entreprises qui ne respectent pas la loi ou un principe. Il faut savoir aujourd'hui que la France va élargir cette question du name and shame, pas seulement par rapport à la question des délais de paiement, mais également en matière d'égalité salariale, en hommes-femmes. Donc ce sera bientôt mis en place. On parle également de name and shame pour la discrimination à l'embauche pour les jeunes de quartier, pour dénoncer les entreprises qui ne respecteraient pas justement la question de l'égalité en matière de recrutement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une pratique qui existe, mais alors attention, on peut pas l'utiliser n'importe comment. C'est-à-dire que il faut quand même bien expliquer qu'il y a des règles derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dénoncer n'importe comment une entreprise. Ça peut impacter négativement, évidemment, sa réputation, et donc forcément, ça peut être mauvais pour l'entreprise. Donc il faut que ce name and shame repose sur des points objectifs. C'est-à-dire que déjà, l'observation doit être faite par un cabinet extérieur avec une méthodologie qui est éprouvée pour justement dire cette entreprise respecte ou ne respecte pas la loi ou le principe. Hicham Mamadi, on a un portail depuis maintenant pratiquement un mois qui liste justement les entreprises publiques sur la question des délais de paiement. On entre dans cette ère du name and shame au Maroc? C'est un premier pas maintenant. Nommer des administrations disant que effectivement ce sont des mauvais payeurs, quel est l'impact derrière? Parce qu'une administration, elle appartient à l'État, elle appartient à personne. Donc les fonctionnaires, entre parenthèses, n'en ont rien à cirer qu'elles soient nommées ou pas. C'est pas leur argent et ils sont là pour faire un boulot. C'est le comportement actuel. Est-ce que cela fera que les entreprises, en gros, si on les publie, est-ce que les PME vont moins travailler avec ces administrations? Je doute fort parce que, pour être sympa, 50% de la demande actuelle, elle vient du public, elle vient de l'État. Donc les gens vont continuer à soumettre et y aller. Est-ce que cela a un impact? Ça peut avoir un impact sur le privé, sur les notations, probablement, sur l'accès au financement. Mais quel est le mécanisme derrière au-delà de la publication? Parce que vous dites qu'il faudrait aller plus loin, directement la sanction. Pas la sanction, c'est-à-dire si c'est avéré qu'ils sont publiés, quels sont les impacts derrière? Est-ce que ça veut dire que au niveau de la notation, au niveau des banques, ils peuvent plus avoir, on va dire, accéder à un financement? Oui. Est-ce que ça veut dire que il s'agit d'une entreprise privée, elle ne peut plus soumettre un appel d'offres public? Oui. Si c'est une administration, est-ce qu'elle se verra une réduction de son budget? Moi, je veux bien. Je veux bien si, par exemple, on dit que cette administration, elle paye mal, très bien, au niveau de la loi, projet de loi de finances, elle se verra une réduction pas du budget, des primes des fonctionnaires. Et là, ça aura un impact. Si on décide que on commence du haut et que personne ne prend une prime parce que la notation est B-, je veux bien. Par contre, si rien ne se passe et qu'ils continuent à toucher leurs primes et qu'ils ont une mauvaise notation, ça n'a aucun impact. Amine Duri. Je suis pas certain que la nouvelle plateforme qui a été mise en place, soit dans le principe du name and shame. L'idée, c'est quoi? C'est que l'État a pris un engagement par rapport aux entreprises qui travaillent sur les marchés publics de réduire au maximum les délais de paiement. Cette plateforme, c'est une plateforme de réclamation où le fournisseur, l'entreprise qui travaille avec l'État a la possibilité, si elle constate effectivement des choses qui ne vont pas, de pouvoir se plaindre sur cette plateforme. Mais l'idée, c'est pas de dénoncer l'entreprise publique. C'est que après, les responsables de tutelle, les ministères de tutelle, notamment le ministère de l'économie, puissent voir justement quels sont les points bloquants qui fait qu'aujourd'hui les délais de paiement ne se réduisent pas. Maintenant, la question du name and shame, pour moi, elle se pose plutôt dans une relation privée-privée.
Parce qu'aujourd'hui, quand une petite entreprise privée travaille avec une grande entreprise privée, le rapport de force il est inégal et forcément le name and shame, c'est permettre à une petite entreprise justement de dénoncer la grande entreprise privée qui ne joue pas le jeu. Et encore, en réalité, en France, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un organisme indépendant qui est la direction de la concurrence et de la répression des fraudes qui nomme publiquement sur son site les entreprises qui ne le respectent pas. Parce qu'évidemment, sinon une petite entreprise dénonçait son client qui paye mal, évidemment, il y a de fortes chances qu'elle ne travaille plus avec ce client par la suite. Donc pour l'instant, cette plateforme qui est mise en place, ça n'est pas encore entièrement du name and shame, mais ça pourrait l'être, ça pourrait servir en tout cas à une politique de name and shame avec la création d'un observatoire indépendant, des données de cette plateforme qui soient récoltées, traitées, qui pourraient alimenter en partie ce concept. Je vois mal l'État. C'est l'État qui a mis cette plateforme en place. Je vois mal l'État utiliser cette plateforme pour se dénoncer elle-même. Ce serait complètement ridicule. Donc pour moi, on n'est clairement pas dans du name and shame avec cette plateforme. Hicham Hamadi. Le jour où le Conseil de la concurrence se charge de cette question et fait en sorte à ce que les budgets ou les primes d'une administration soient indexés sur cette notation, là vous allez voir, ils vont payer les PME, ils vont payer les entreprises parce qu'ils savent pertinemment, s'il ne le fait pas, s'il bloque quelque chose, ça peut avoir un impact sur sa notation et donc il n'aura pas sa prime. Et là, donc il faut créer une sorte de mécanisme de notation sans doute des administrations publiques, au moins du côté du public. L'État veut aller vers l'efficacité. On nous cesse de nous dire on veut des gens qui soient incentivés en fonction de leur rendement. On ne cesse de nous répéter ça. Les mécanismes sont là. Ok, on veut faire cette plateforme. Très bien. Faisons en sorte à ce qu'une administration publique, si elle est mal notée, du haut jusqu'en bas, ils n'auront pas de prime. Et ça va bouger. Et les gens vont travailler. Mais si simplement ça s'arrête à une publication et que ça n'a pas d'impact sur leur quotidien, ça a simplement un impact sur le fait que tout le monde le sait, oui. Je pense qu'on le sait déjà. Oui. On a vu le chef du gouvernement le week-end dernier qui a reçu la Confédération des TPE-PME, qui a retenu plusieurs propositions. Parmi les propositions qui avaient été faites par la Confédération, notamment les 20% de préférence nationale pour les PME. Alors Sadine Otmani a tapé du poing sur la table, il a dit on va le faire. Ça fait quelques années, pour l'instant ça n'est pas encore fait. On verra ce qui va être fait. Moi je voudrais qu'on aborde rapidement avant de terminer la question de l'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des chiffres magnifiques, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, ça prend, mais pour avoir accès au marché public, à Miduri, c'est très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas là une réflexion à avoir, peut-être un palmarès là aussi des administrations qui jouent le jeu de l'accès au marché public pour les auto-entrepreneurs ? On en discutait, je pense qu'il y a une vraie problématique derrière la question de l'auto-entrepreneur. Rappelons déjà la question même de la structure de l'auto-entrepreneur. C'est pas une structure personne morale, on est sur une structure personne physique. Donc derrière, il n'y a pas de capital social minimum. La question après se pose de la qualification de l'entreprise en termes de référence, en termes d'apport financier. Il faut quand même rappeler que pour un projet, il faut quand même avoir un minimum de référence et d'argent à mettre sur la table pour montrer sa bonne foi et surtout que c'est une entreprise qui est solide, qui a les reins solides. L'auto-entrepreneur, à mon avis, aura du mal à apporter ces deux éléments. Même si je suis d'accord qu'il faut effectivement encourager l'auto-entrepreneur, mais je pense pas que ce soit nécessairement la bonne structure, en tout cas une bonne structure pour les marchés publics. Je pense que quand même il faut qu'on soit sur déjà une structure juridique différente et avec une capacité financière qui soit quand même plus élevée que propose aujourd'hui l'auto-entrepreneur. Hicham Hamadi. La préférence nationale, c'est un faux débat parce qu'il suffit simplement d'ouvrir une boîte au Maroc pour que les gens se disent parce que c'est quoi préférence nationale, c'est les entreprises qui sont basées au Maroc. C'est un faux débat pour moi. Et en plus de cela, que font les administrations? Ils disent on dépasse les 20% qui est réservé aux TPE-PME parce que en gros on inclut les sociétés qui font le ménage, on inclut les sociétés qui vont fournir du papier, on inclut. Par contre, là où il y a de la forte valeur ajoutée, on le fait pas. Donc c'est plutôt aller vers ça. Sur l'auto-entrepreneur et sur les attestations sur le fait qu'ils accèdent au marché public, il faut trouver un écosystème dans lequel qu'il y ait une caution fournie, je ne parle pas trop par les associations, qui fait que ces gens puissent accéder à la commande publique. Parce que tant qu'on va leur demander qu'est-ce que vous avez fait auparavant et qu'ils ne l'ont jamais fait, ils n'accéderont jamais à la demande publique. Donc il faut trouver un moyen, un cautionnement, je ne sais pas, une sorte de cachet qui est une garantie de la CGM ou de quelqu'un d'autre qui fait qu'il y a un premier filtre, donc la prise de risque est moindre et qu'on se dise tiens, le rôle de l'État aussi,
c'est de faire en sorte à ce que ces gens puissent monter en compétence et puissent disposer de la première référence. Parce que la difficulté, c'est la première référence. Donc tant qu'on se dit qu'ils n'ont pas les capacités, ce qui est vrai aujourd'hui, ils n'auront jamais accès au marché public. Merci beaucoup, messieurs. Hicham Hamadi, analyste politique et économique. À très bientôt. À bientôt. Hicham Amin Diori. J'ai confondu. Il y avait deux Hicham Hamadi ce matin. Non, il y avait un seul Amin Diori, un seul Hicham Hamadi. Amin Diori, à très bientôt. À bientôt. Responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques, votre émission citoyenne, c'est à 10h10 avec Fessat Laoui. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.